Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Au sommaire, un séisme a eu lieu au large de la Nouvelle-Calédonie en France. Quelle est la situation actuelle de cet événement? Les éléments de réponse dans ce journal. Qu'est-ce que les citoyens togolais pensent de la notion de l'environnement? À découvrir dans un instant. Et puis l'ONG Greenpeace n'est plus la bienvenue en Russie. Cette décision des autorités russes engendre des conséquences. C'était tout pour les titres. À présent, le développement. Un séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a eu lieu au large de la Nouvelle-Calédonie. Ce séisme, qui s'est produit à 334 km des côtes de l'île, a failli provoquer un tsunami. Au sein de la population, c'est une panique totale. Les précisions avec Rafietou Birego. Dès l'alerte au tsunami, les pompiers se précipitent sur le littoral de Nouvelle-Calédonie. Évacuer les côtes et les plages de tout promeneur avant l'arrivée d'une possible vague. Ok, c'est les seules personnes qui étaient avec vous? Vous étiez que en oui. Ok, c'est bon. Les secouristes et les forces de l'ordre font même monter certains habitants dans leurs véhicules pour les mettre en sécurité au plus vite. L'alerte au tsunami, finalement levée, a été provoquée par un tremblement de terre détecté vers 14h, heure de Nouméa. Épicentre à 334 km des côtes calédoniennes, magnitude 7,7, un niveau élevé. Ah bah voilà. 7,7 sur... Ces habitants ont dû quitter leur immeuble par précaution pendant quelques heures. Ils ont senti les secousses. Bonne amplitude. Après, c'est la longueur, ça a été assez long. Ça a duré quand même quelques dizaines de secondes. Les évacuations ont parfois provoqué des bouchons sur les routes. Car conformément aux consignes de la sécurité civile, ceux qui vivent près du niveau de la mer sont venus se réfugier sur les hauteurs. Et ma fille m'appelle, elle me dit « T'as entendu le message? Il faut absolument se mettre sur les hauteurs, t'es près de la mer. » C'est vrai que l'épicentre il est assez proche, donc ça fait quand même assez peur. Les vagues sont en définitive restées limitées, aucun dégât. Des tests de sirènes d'alerte tsunami sont menés tous les mois en Nouvelle-Calédonie, car ce territoire français est exposé au risque de raz-de-marée dans le Pacifique Sud. Les latrines à fosse présentent un véritable danger pour les enfants moins âgés en Afrique du Sud. Non seulement elles sont des pièges mortels, elles dégagent des odeurs insupportables. La population demande de l'aide au gouvernement ainsi qu'aux bons samaritains afin de pouvoir régler cette mauvaise situation. Les précisions dans le commentaire qui suit. Dans plusieurs écoles d'Afrique du Sud, les élèves doivent encore utiliser des latrines à fosse qui sont un véritable piège mortel. Dans de nombreux villages de la province septentrionale de Limpopo, l'eau courante et les toilettes à chasse d'eau restent introuvables. Les toilettes de la crèche sont très rudimentaires, des huttes en tôle avec des trous couverts dans le sol en béton. Les enfants de 3 ans à peine utilisent les latrines à fosse. Les tout petits, qui n'ont pas encore fini de porter les couches, doivent eux aussi apprendre à les utiliser avec les risques que cela comporte. Certains enfants ne peuvent pas s'habituer à ces latrines parce qu'ils ont peur de la fosse. C'est parce qu'ils peuvent voir le trou et qu'ils craignent de tomber dedans. Ils ne sont pas en sécurité. Michel Komapé, un enfant de 4 ans, est mort noyé dans une latrine à fosse de son école il y a quelques années. Son nom est désormais synonyme de lutte pour fournir aux élèves des écoles du Sud-Afrique des installations sanitaires dignes. 210 écoles n'utilisent que des latrines à fosse, soit un total de 65 940 élèves contraints d'utiliser des installations insalubres. Les élèves en âge de fréquenter l'école secondaire ne risquent pas de tomber dans les ouvertures de petite taille, mais la puanteur qui émane des fosses les accueille dès qu'ils s'en approchent. Les gouvernements et les organisations de défense des droits s'activent afin de trouver des solutions à ce problème à la fois environnemental et sanitaire.
L'Assemblée nationale des Nations unies a proclamé le 22 mai comme Journée internationale de la biodiversité. Cette journée a été adoptée à cause de l'appauvrissement continu de la biodiversité dans le monde et de l'augmentation des effets du changement climatique. Qu'entendons-nous par biodiversité et quelle est son importance dans l'environnement? Les éléments de réponse dans ce commentaire de Alexandra Adekombi. Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée jusqu'à présent par 196 États. Cette convention internationale vise à défendre la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques. Étant donné l'importance de l'éducation du public et de la sensibilisation à la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux, l'Assemblée générale des Nations unies a choisi la date du 22 mai comme Journée internationale de la biodiversité. Et cette année marque le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la biodiversité. Placée sous le thème de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes sur Terre et dans les mers. La biosphère abriterait entre 5 et 30 millions d'espèces. Environ 1,7 million d'espèces animales sont répertoriées et chaque année, de nouvelles espèces viennent s'y ajouter. Mais de nombreuses espèces disparaissent également à cause des actions irresponsables de la société humaine. Alors que l'importance de la protection de la biodiversité est d'actualité, surtout sa préservation pour les générations futures, certaines activités continuent de réduire le nombre d'espèces massives de produits phytosanitaires, la pêche intensive, l'élevage industriel, la déforestation et bien d'autres. Dans l'esprit du thème retenu, il urge que toutes les actions humaines convergent vers la protection de la biodiversité pour l'avenir de la planète et le bien-être des êtres vivants, humains, animaux et végétaux. L'environnement est le milieu dans lequel nous vivons et développons nos activités. Malheureusement, il se dégrade de jour en jour à cause de nos actions. Qu'est-ce que la population pense de la notion d'environnement et comment la protéger? Les citoyens se prononcent sur le sujet. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour protéger l'environnement, on doit planter les arbres, on doit éviter de jeter les arbres partout, on doit éviter de couper les arbres, éviter de planter les arbres pour attirer les pluies. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Mais pour protéger l'environnement, on ne doit pas jeter les ordures partout. On ne doit pas couper les arbres, éviter les feux de brousse, balayer les rues. Selon moi, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter partout les ordures dans la rue comme ça, non, c'est pas bien. Éviter les feux de brousse. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour la protéger, nous devons éviter les feux de brousse, faire le reboisement, jeter les ordures dans la poubelle. Pour protéger l'environnement, on doit éviter de couper les arbres, planter les arbres, éviter de jeter les ordures partout, éviter de déféquer partout, et éviter de faire les feux de brousse, planter beaucoup d'arbres. La crise de l'eau continue sous diverses formes en Afrique. Pour pallier au problème de l'assainissement de l'eau en Tunisie, l'État tunisien et le groupe français de gestion de l'eau et de déchets Suez ont signé un accord de 10 ans pour apporter des solutions à la crise liée à l'eau dans ce pays du nord de l'Afrique. Les détails avec Vivas Amana. L'Office national tunisien de l'assainissement vient de conclure un contrat avec le groupe français de gestion de l'eau et des déchets Suez. Ce partenariat, qui est le premier du genre en Tunisie, vise l'assainissement des eaux usées au profit de 960 000 habitants. Les travaux concernent principalement les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médénine et Tatouine et vont durer 10 ans. Sabrina Soussan, PDG de Suez, salue le partenariat public-privé en Tunisie et souhaite accompagner le pays dans le projet de structurement qui fera de lui une référence en matière de gestion de l'assainissement sur le continent africain. Le contrat comprend l'exploitation et la maintenance des infrastructures. Il s'agit de 14 stations d'épuration d'eau usée, 106 stations de pompage et 1900 km de réseau d'assainissement. La capacité de traitement des eaux usées s'élève à 39 millions de mètres cubes par an. Il est aussi prévu la réhabilitation des stations d'épuration existantes. Les eaux usées, une fois traitées et débarrassées des substances nuisibles,
serviront principalement dans le domaine de l'agriculture par l'irrigation des sols dans ce pays de l'Afrique du Nord qui subit une forte sécheresse et une pénurie d'eau. Le groupe français de gestion de l'eau et des déchets Suez est présent en Afrique du Nord et de l'Ouest depuis près de 75 ans et a construit plus de 500 usines d'eau. Des solutions d'assainissement des eaux au profit des populations doivent continuer sur le continent africain où la crise de l'eau est sans cesse grandissante et menace la vie des habitants et de l'environnement. Les lacs du monde entier face à une sécheresse alarmante. Une étude publiée dans la revue Science a affirmé que les lacs du monde entier tarissent alors qu'ils contiennent 87% des réserves en eau douce. L'activité humaine et le dérèglement sont des principaux facteurs de ce phénomène. Rafietou Mbérego pour les précisions. Le fond du lac Titicaca en Bolivie, totalement asséché, transformé en désert. Ces berges largement découvertes sont celles du lac de Serpenson dans les Alpes. À la place de cette terre craquelée, en Espagne, l'an passé, il y avait un lac. Vu du ciel, Vaugelan dans le Jura. Le paysage s'est transformé en moins de 2 ans. Selon une étude publiée dans la revue Science, c'est un lac sur 2 dans le monde qui a vu son niveau baisser ces 30 dernières années. Cette eau douce est notre ressource principale pour l'humanité et son environnement. Et nous n'en prenons pas soin. Les lacs contiennent en effet 87% de nos réserves en eau douce. Parmi les causes de leur baisse de niveau, il y a le prélèvement d'eau en amont par l'activité humaine, comme l'agriculture. Dans certaines régions, il y a le manque de pluie, mais aussi le réchauffement climatique. Certains lacs perdent de plus en plus d'eau par évaporation. Et donc même s'il pleut autant, finalement, ils perdent plus d'eau et du coup, ils ont tendance à... Et c'est un phénomène qui s'accélère finalement, puisque plus le niveau baisse, plus ça se réchauffe et plus ça perd en évaporation. Dans le rapport de Science, il est aussi noté que même les lacs situés en zone froide ou humide voient leur niveau baisser. Enfin, en baissant de niveau, c'est aussi la qualité de l'eau qui diminue, les polluants se retrouvant plus concentrés. L'ONG environnementale Greenpeace a été déclarée persona non grata vendredi dernier en Russie. En conséquence, ses activités sont interdites dans le pays. Alessandra Ndékambi pour les précisions. Greenpeace n'est plus la bienvenue en Russie. L'organisation des défenses de l'environnement est pourtant l'une des plus connues au monde. Fondée en 1971 en Amérique du Nord, elle opère dans plus de 50 pays. L'ONG représentait une menace au fondement de l'ordre constitutionnel et à la sécurité de la Russie et cherchait à y renverser le pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Le parquet accuse Greenpeace d'encourager les ingérences dans les affaires intérieures de la Russie. Il est également reproché à l'ONG de mener régulièrement des campagnes d'information pour empêcher la réalisation de projets d'infrastructures et énergétiques rentables. L'antenne de Greenpeace, ouverte en 1992, mène des opérations de sensibilisation au changement climatique, de lutte contre les feux de forêt, contre la pollution et la préservation des espèces animales menacées. Lors des feux de forêt qui ravagent régulièrement la Russie, l'un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique, des professionnels et bénévoles de Greenpeace interviennent par exemple pour pousser les autorités à agir. Réservoir de la biodiversité et de la productivité écologique, les lagunes jouent un rôle très important dans le développement d'un pays. Force est de constater qu'elles sont polluées par les ordures et d'autres espèces. Notre équipe de reportage s'est intéressée à ce sujet en sillonnant toutes les lagunes de Lomé. Suivant. Les lagunes contribuent à l'embellissement de l'environnement. Malheureusement, depuis quelques années, nos lagunes sont polluées par les eaux usées à usage domestique, des sachets. Elles sont même devenues pour certains un lieu pour se soulager. La responsabilité de tous compte pour retrouver la propreté de nos lagunes. Je vois les gens venir retirer les plantes sur la surface de l'eau, mais ça repousse encore.
À mon avis, nous devons copier les Blancs en payant les bateaux de recyclage qui fera le travail chaque jour. Nous utilisons les sachets sans sanction et nous les jetons partout. Quand il pleut, tous les déchets viennent se loger dans les lagunes et ce n'est pas bien. Ole blo roba benya gasia gamea amese me kotole plein roba me sanction le pem levo no plein roba me la derrière modi ayala koko e gota la so et si la va ja elle a ramassé nous quelqu'un va tu togba mate ko gbere. C'est à de l'État togolais de sensibiliser les jeunes de ce quartier, de cesser de jeter les ordures, surtout les sachets, les déchets. On va chercher une journée comme ça d'appeler les jeunes de ce quartier de venir racler, balayer les choses et enlever les choses, les déchets dedans et organiser pour faire les places quelque part comme ça pour que tous les jours quand les gens passent, la lagune soit un peu propre. Pour bon nombre de personnes, les lagunes offrent la possibilité des activités génératrices de revenus à travers des parties de pêche. La pêche dans cette lagune, c'est par saison. Il y a des fois, tu fais une bonne partie de pêche et d'autres fois non. Par rapport aux plantes, l'eau de la lagune produit elle-même ses plantes et on ne peut rien faire contre cela. À une vitesse incompréhensible, certaines plantes poussent sur les zones des lagunes. De quel type sont-elles et comment s'explique le mécanisme de multiplication rapide? Très souvent, les herbes qui poussent sur les lagunes, on en a plusieurs. Des nénuphars, des fougères, des jacinthes d'eau. Prenons le cas de la jacinthe d'eau. C'est une plante aquatique qui se multiplie à une grande vitesse. En une journée, c'est-à-dire en une journée de 24 heures, il peut coloniser jusqu'à 5 mètres de surface de l'eau. Il se multiplie très rapidement. Si ces plantes-là se développent très rapidement, c'est grâce à l'urine. C'est ça qui permet, qui facilite le développement rapide de ces plantes aquatiques-là. Bien qu'elles envahissent la surface de nos lagunes, ces plantes ont des avantages dans la vie des êtres vivants aquatiques. Ces avantages, c'est quoi? Lorsque l'eau est colonisée par la jacinthe d'eau, les poissons, les espèces aquatiques trouvent des supports de ponte. Étant donné que c'est touffu, le système racinaire est touffu, ils vont aller jusqu'à pondre les œufs sur le support, le système racinaire, pour pouvoir faire éclore les œufs. Et aussi la luminosité, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre dans l'eau. Rendre propre notre environnement dépend des engagements de tout un chacun. Pour cela, la prise de conscience pour prendre soin et rendre propre nos atouts touristiques et nos lieux publics est importante. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. À bientôt.